Les semences paysannes, la définition la plus simple, ce sont des semences qui sont sélectionnées par des paysans, parce que une semence, il faut la sélectionner, sinon on part avec des plantes sauvages, et la domestication, c'est bien de les transformer pour qu'elles répondent aussi à nos besoins. Elles sont multipliées et conservées par des paysans. Ça, c'est la définition de base. Peut-être bien de comparer avec d'autres types de semences qui existent. Aujourd'hui, on a des semences dites commerciales. Elles sont sélectionnées par des sélectionneurs professionnels. La différence, c'est que le sélectionneur professionnel, il va sélectionner en dehors du champ de l'agriculteur. Alors que les semences paysannes, elles sont sélectionnées dans le même champ que celui qui sert à produire de la nourriture, ou peut-être quand c'est du lin ou du chanvre pour des habits, mais dans le champ de production agricole. C'est-à-dire qu'elles sont sélectionnées dans leurs conditions d'utilisation. C'est quelque chose de très important, parce que ça permet d'adapter la plante à ses conditions d'utilisation. C'est quoi les conditions d'utilisation? C'est d'abord, en français on dit un terroir, une région, hein, avec un climat, un type de sol, altitude, la précocité du printemps ou des printemps tardifs. Voilà. Ça, c'est les conditions pédoclimatiques, hein, le sol et le climat. Et puis, c'est des pratiques agricoles. On peut travailler aujourd'hui, on dit agriculture paysanne, agriculture biologique, agriculture industrielle, on peut mettre de l'engrais chimique, pas en mettre, des pesticides, pas en mettre. Et la plante, si on veut qu'une plante elle soit en bonne santé, et si on veut qu'elle produise, et surtout qu'elle produise une bonne nourriture, il faut que la plante soit en bonne santé. Pour qu'elle soit en bonne santé, il faut qu'elle soit adaptée à la fois au terroir, à l'environnement dans lequel elle est cultivée, et au mode de culture. Si elle n'est pas adaptée, elle tombe malade. Et donc c'est la raison pour laquelle les agriculteurs, ils vont favoriser cette adaptation locale de leurs plantes. Et pour favoriser cette adaptation locale de leurs plantes, ils ont deux gestes extrêmement importants. Le premier, c'est de ressemer une partie de leur récolte, quand c'est des plantes qui se multiplient par la graine. Parce qu'à chaque génération, qu'est-ce qui se passe? Les plantes s'adaptent un petit peu. Il y a des caractères nouveaux qui émergent. C'est ce qui fabrique la diversité. La diversité se fabrique comme ça. Et l'agriculteur va sélectionner les plantes qui se sont le plus adaptées. Ce qu'on appelle une sélection massale. Il ne va pas choisir un individu qui est très joli. Parce que celui-là, il est joli, peut-être parce qu'il était en bas du champ une année sèche. C'est la partie la plus humide du champ. Mais si l'année est très humide, ça sera plutôt celui qui sera en haut du champ. Donc il va sélectionner une quantité importante d'individus de plantes dans sa parcelle pour garder cette capacité d'adaptation quand le climat il change. Et en faisant chaque année, il favorise cette adaptation locale. Quand on a affaire à des arbres ou de la vigne ou même des pommes de terre, ce sont des plants, ce ne sont pas des graines. Mais c'est la même chose, on va choisir pour faire des boutures les arbres ou les pieds de vigne qui sont le plus adaptés dans la parcelle et aussi aux besoins des agriculteurs et au mode de culture. Mais si l'agriculteur il ne fait que ressemer chaque année tout le temps dans la même parcelle, alors ce n'est pas un terme biologique ou scientifique juste, mais vous comprendrez bien ce que je veux dire, il va se créer une certaine consanguinité.
C'est-à-dire qu'on va sélectionner toujours les mêmes caractères. Et donc la diversité, voilà, la diversité va faiblir. Et si la diversité faiblit trop, on a moins de possibilités d'adaptation à des situations nouvelles. Aujourd'hui, le climat change très vite, et chaque année. Donc on a besoin de garder cette capacité d'adaptation. C'est pour ça que les paysans, ils ont toujours échangé, pas toutes leurs semences, hein, mais une petite quantité de semences avec leurs voisins, qui sont dans des conditions un peu différentes. Parfois avec des voisins qui sont un peu plus loin, dans des conditions vraiment différentes, pour remettre un petit peu de diversité de manière régulière. Et ça va favoriser la capacité d'adaptation locale. Et puis ces échanges, aussi ça amène du nouveau. Si on n'avait pas ramené les tomates ou les pommes de terre d'Amérique du Sud, on mangerait que du blé, quoi. Et puis on n'aurait pas de tomates et on n'aurait que des salades. Donc c'est bien aussi de pouvoir amener des choses nouvelles. Mais quand on va chercher des graines au Pérou, de plantes qui poussent à 1500 ou 2000 mètres d'altitude, on les amène ici au bord de la mer. Voilà. Et bien là, pareil, on va les multiplier pendant plusieurs années pour favoriser cette adaptation locale. Et après, on fera une variété locale qui sera très différente de celle qui était cultivée au Pérou. Donc pour ça, on n'a pas besoin d'échanger un bateau entier de semences. Une petite quantité suffit, et puis on le multiplie. Et c'est ça les semences, c'est qu'on peut les multiplier. Chaque année, avec une seule graine, on peut faire, suivant les espèces, des dizaines ou des centaines de graines. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant. Donc on voit que les semences paysannes, elles vont, il y a un peu de musique là, reposer donc sur cette adaptation à un terroir, à un climat, mais en même temps sur un système social organisé de paysans qui ressèment chaque année une partie de leur récolte, ça c'est un geste important, et qui échangent régulièrement des semences entre eux, ça c'est un deuxième geste extrêmement important. Et ce système social, donc assis sur une communauté humaine, avec une plante, un terroir, un système social. Il y a les trois, pour définir ce qu'on appelle aujourd'hui une variété de plantes. Il y a la plante botanique, c'est une tomate ou un concombre, ou du blé. Il y a le terroir, il y a le système social. Ça fait une variété. Le système social, il n'est pas organisé avec des droits de propriété sur les plantes, puisqu'on voit bien que c'est un système, on dit incrémental, c'est-à-dire que chacun récupère ce que les autres donnent, chacun amène sa part de nouveau et le redonne à tout le monde. Le système des échanges, il repose là-dessus. Personne ne peut sélectionner tout seul des plantes. Il y a toujours cet échange-là, c'est un travail collectif. Donc, ce n'est pas des droits de propriété, on ne peut pas être propriétaire des semences. Pas être propriétaire d'un kilo de graines, je te vends un kilo de graines, ça oui. Mais la variété, ce qui est dans la semence, je ne suis pas propriétaire. Je peux en servir, donc ça repose sur des droits d'usage. Et des droits d'usage qui sont collectifs, parce qu'ils sont définis collectivement par cette communauté humaine qui a accompagné l'évolution d'une plante jusqu'à faire une variété locale. Donc ce n'est pas toute l'humanité, c'est localement. Ailleurs, dans les pays du Sud, on parle de communautés locales ou de peuples indigènes. Chez nous, dans l'Europe, aujourd'hui, on a quand même des moyens de communication, on a des moyens de déplacement plus importants. Donc, ça peut être des réseaux d'agriculteurs qui ne sont pas automatiquement dans le même village. On peut échanger des semences entre quelqu'un du sud de la France et la Belgique. Et puis après, chacun adapte chez lui. Il y a bien une communauté humaine qui définit des droits d'usage sur ces semences. Donc ça, voilà, c'est le système des semences paysannes. Donc après, dans la semence industrielle, dite commerciale, le sélectionneur, lui, il fait l'inverse. Il sort du champ, il va sélectionner dans la station
de recherche ou la station d'expérimentation. Et aujourd'hui, maintenant, il va sélectionner dans le laboratoire avec des outils, des biologistes et des chimistes. Donc déjà, si je sors du champ pour sélectionner, je ne vais pas favoriser l'adaptation locale, puisque je sélectionne ailleurs. En fait, qu'est-ce que fait le sélectionneur de ce qu'on appelle l'amélioration des plantes ou les révolutions vertes. La première révolution verte, ça a été celle le plan Marshall à la sortie de la guerre en Europe. C'est un financement américain et après ça a continué sur toute la planète. Ils en sont aujourd'hui à l'Afrique. C'est amener des engrais chimiques, des grosses machines, des tracteurs, s'il faut de l'irrigation, des pesticides. Et si on amène tout ça, on va augmenter les rendements. Mais on ne peut pas augmenter les rendements avec les semences paysannes. Les semences paysannes n'ont pas été sélectionnées pour l'engrais chimique. Elles ont été sélectionnées pour se débrouiller toutes seules, pour travailler avec les micro-organismes du sol qui vont leur donner tout ce dont elles ont besoin, de l'azote, de la potasse, du phosphore, en échangeant entre plantes des éléments qu'elles ont besoin. C'est pour ça que les paysans font plutôt des cultures associées. Tandis que là, avec l'engrais chimique, on fait des monocultures. Et dans la station d'expérimentation, on va mettre ce qu'on appelle des conditions de confort, c'est-à-dire énormément d'intrants, énormément d'engrais chimiques, de pesticides, de travail du sol, et on adapte les plantes à ça. Donc ça, c'est la sélection industrielle. Elle nous a amené quelque chose que ne faisaient pas les paysans. Les paysans échangeaient des semences avec leurs voisins, un petit peu. De temps en temps, ils échangeaient d'un continent à l'autre, mais c'était une fois tous les 30 ans, ou des fois tous les siècles, des fois, voilà. Donc c'était un processus relativement lent. L'amélioration des plantes, eux, ils ont ramassé toutes les semences qui étaient partout dans la planète, et ils ont tout croisé entre elles. Donc ils ont créé du nouveau plus vite que ce que les paysans pouvaient créer. Et donc on a vu des caractères de productivité, je fais comme ça, parce que tout à l'heure je dirais ce que c'est que la productivité, nouveaux apparaître qu'on ne connaissait pas. Et dans un premier temps, ça a créé de la diversité, ça a créé des nouveaux caractères. Mais dans un deuxième temps, quand un seul caractère qui tout d'un coup est intéressant, on le met dans toutes les plantes de la planète, c'est l'inverse. On réduit complètement la diversité. Aujourd'hui, tous les blés du monde sont issus d'un croisement avec un blé nain japonais. Il est nain parce qu'il poussait dans un marécage. S'il avait été trop haut avec beaucoup d'eau, il se serait plié, on appelle ça la verse, il serait tombé par terre avant d'être mûr. Et pourquoi on a fait ça? Parce que dès qu'on met l'engrais chimique, si le blé il monte trop haut, comme on lui donne trop à manger, il verse. Donc on a fait des blés qui sont nains. Et donc on n'a que des blés nains maintenant. Donc on n'a pas augmenté la diversité, on l'a complètement diminué. Et en plus, aujourd'hui, on a des éléments scientifiques de plus en plus clairs qui confirment le constat des paysans. Ces blés nains posent des gros problèmes de santé. On parle beaucoup de problèmes de gluten, où il y a des difficultés à digérer les gluten modernes. Les personnes qui ne peuvent pas digérer les gluten de ces nains digèrent très bien les gluten des blés qui font 1,80 m ou 2 mètres, des blés anciens. Donc on voit qu'on a transformé la plante. Et c'est normal, elle est gavée de produits chimiques. On mange du produit chimique presque directement. Il n'y a plus de l'élaboration lente d'éléments nutritionnels dans la plante. Pour ça, il faut que la paille soit haute pour que ça se fasse lentement, que ça monte. Donc voilà ce que c'est que l'amélioration des plantes. Et un dernier élément, l'engrais chimique, c'est quoi? C'est du pétrole. Vous me direz, non, c'est pas vrai, je ne mets pas du pétrole dans le champ. Non, mais le pétrole, il m'amène de l'énergie fossile, qui n'est que de l'énergie qui a été captée par les plantes avec la photosynthèse il y a quelques millénaires et qui est sous terre.
Et donc, c'est cette énergie fossile qui a remplacé le travail du paysan, parce que quand on a fait ça, on a mis des tracteurs à la place des paysans, de l'engrais chimique à la place des paysans qui travaillaient le sol. On a diminué le nombre de paysans en France depuis le lendemain de la guerre. On est passé de plus de 5 millions à 500 000 aujourd'hui. Donc ça fait quand même une bonne coupure. Et on a augmenté les rendements. Donc on a enlevé l'énergie du paysan. Mais qu'est-ce qu'on a mis à la place? De l'énergie fossile. De l'énergie du pétrole. Et aujourd'hui, on fait le constat que cette énergie du pétrole, d'abord, elle réchauffe la planète. Et puis, bientôt, ça va vraiment poser des problèmes. Ensuite, bientôt, il n'y en a plus. Et en plus, elle crée de gros problèmes d'environnement, de pollution. Il y a trop d'azote dans l'eau, elle devient toxique. Les plantes sont de mauvais caractère nutritionnel. Donc, ce n'est pas une opération gagnant-gagnant. D'autant que l'énergie qu'on a enlevée des champs, c'est l'énergie humaine, l'énergie du paysan. Au début, ça a fait des ouvriers pour l'industrie, mais aujourd'hui, ça fait des chômeurs. Et aujourd'hui, les chômeurs en Europe ne sont que des paysans sans terre de deuxième ou troisième génération. Dans les pays du Sud, les paysans sans terre, c'est les sociétés financières qui arrivent, ou des gens comme Sophie Broutéol, qui prennent les terres qui fabriquent de la nourriture, ils mettent les paysans dehors, et à la place, ils font du maïs pour faire du carburant. Donc là, c'est brutal. On met les paysans dehors, alors là, tout le monde réagit, c'est pas juste. Mais les chômeurs chez nous, et surtout par exemple en Espagne ou en Grèce ou en Italie aujourd'hui, ne sont que des paysans sans terre de deuxième ou troisième génération. Et aujourd'hui, on va aller chercher... Il n'y a plus de pétrole. Le pétrole, c'est quoi? C'est de la biomasse fixée par les plantes, mise sous terre. On l'a épuisé, le réservoir est épuisé. Donc on va prendre la biomasse qui est sur terre. Mais là, on se rend compte d'un problème énorme, c'est que le surplus de rendement, la quantité de biomasse produite en plus grâce à l'engrais chimique, est inférieure à la biomasse nécessaire pour produire l'engrais qui sert à fabriquer. Donc on est là dans du perdant-perdant. C'est-à-dire que s'il faut fabriquer l'engrais pour 1 hectare de culture, il faut plus d'1 hectare de biomasse et plus de biomasse que ce que cet hectare de culture est capable de produire. Donc on est dans un truc complètement perdant-perdant. Demain, il n'y aura plus de biomasse. Aujourd'hui, il n'y a plus de pétrole. Demain, il n'y aura plus de forêt. C'est vers ça qu'on est parti. Donc on voit bien que ces deux systèmes semenciers, ils ne posent pas que des questions et je vais y venir, de droit des paysans. Ils posent vraiment des questions à toute la société. Ils posent des questions, est-ce qu'on va continuer à bouger l'environnement, avoir une mauvaise nourriture, fabriquer des chômeurs, réchauffer la planète, c'est quand même des problèmes. Donc le problème de la semence, c'est quand même un problème de société, c'est pas un problème de... Et puis après, il y a la question du droit sur les semences. On a vu les semences paysannes, les agriculteurs, c'est pas du droit écrit, hein, c'est souvent du droit oral, mais il existe, hein, les droits collectifs. Dans les sociétés traditionnelles, ils sont définis avec précision. Hein. On va donner dans la dot de la fille qui va se marier avec une autre communauté des semences pour renouveler la diversité des semences de l'autre communauté. Mais ça ne se fait qu'au moment du mariage. Sinon, il n'y a pas d'échange de semences. Donc c'est très très régulé. C'est des droits très précis, ces droits d'usage. Hein. Je vous donne cet exemple, mais il peut y en avoir beaucoup d'autres. Mais là, avec la semence industrielle, on a créé un nouveau droit qui est un droit de propriété. Et un droit de propriété qui s'appuie sur la définition de ce qu'on peut posséder, de la marchandise qu'on va vendre sur le marché et qu'on va posséder. Quand j'échange des semences avec mon voisin, il me donne une graine, bon, je verrai si elle est cassée ou s'il y a un champignon dedans, mais après, je ne saurai pas quelle est la qualité de la plante. Je connais la qualité de la plante parce que je connais mon voisin. Point à la ligne. Je sais si c'est un bon paysan, si c'est un bon sélectionneur ou s'il travaille mal. Et s'il travaille mal, bon,
Peut-être si vraiment je suis en dépannage, j'irai chercher des semences, mais sinon je vais l'éviter. Par contre, je sais que dans le village un peu plus loin, il y a un paysan qui est un très bon sélectionneur. J'essayerai d'avoir un petit peu de ses semences. Je connais sa notoriété. Quand j'achète des semences dans une coopérative ou chez un marchand de semences, je ne sais pas qui c'est qui l'a produite. Donc il faut bien identifier la semence. Et c'est là que les paysans se sont fait avoir au siècle dernier, avec ce qu'on appelle le catalogue des variétés. On a dit on va protéger les consommateurs, on va protéger les paysans. S'ils achètent de la luzerne, il ne faut pas que ce soit du Saint-Foin. Bon, voilà, des fois, on ne les reconnaît pas. Encore que luzerne et Saint-Foin, on peut les reconnaître. Mais s'ils achètent une variété précoce de luzerne, ça se ressemble. Il y a pas en regardant la graine, on ne voit pas la différence avec une variété tardive. Donc, il faut bien définir la semence. Et c'est là que ces semenciers qui sélectionnaient des semences pour l'engrais chimique dans la station de sélection, avec donc beaucoup d'engrais. Ils avaient pris la plus jolie plante dans le plus joli champ de tous les paysans. En fait, elle était jolie parce que cette année-là, elle correspondait au climat. Mais peut-être que l'année d'après, c'est un autre champ qui sera joli. Mais bon, ils ont dit elle est jolie, on va lui donner beaucoup à manger, on va la multiplier. Et donc, eux, ils ont défini la variété, la famille de plantes qu'on inscrit sur le catalogue, qui donne le droit de vendre des semences, à partir de leurs critères à eux. Leurs critères à eux, c'est que toutes les plantes sont les mêmes. Je les multiplie à l'identique. On appelle ça l'homogénéité. Et après, c'est que chaque fois que je produis des semences, c'est toujours les mêmes caractères, c'est toujours les mêmes plantes. On appelle ça la stabilité. C'est l'inverse de ce que font les paysans. Les paysans, ils ont de la diversité et de la capacité des plantes à s'adapter chaque année à des conditions différentes, donc de la variabilité. Alors que le sélectionneur de l'amélioration des plantes, il a toujours le même engrais chimique, toujours les mêmes pesticides, toujours le même tracteur. S'il ne pleut pas, il va irriguer, donc il a toujours les mêmes plantes. Donc on voit que ce système qui permet de dire c'est ma variété, toutes les plantes sont les mêmes, je les ai identifiées, génère un système agricole qui a besoin de l'engrais chimique et des pesticides et des tracteurs. Alors que le système des échanges informels entre les paysans, avec les droits d'usage des paysans, lui permet ce qu'aujourd'hui on peut appeler l'agroécologie paysanne ou l'agriculture biologique ou paysanne. Et ce système réglementaire, législatif, a interdit les semences paysannes puisque les échanges entre agriculteurs qui sont nécessaires à la sélection et au renouvellement des semences paysannes sont devenus interdits. Puisque les variétés paysannes ne sont pas homogènes, elles ne sont pas stables, ne peuvent pas aller au catalogue, on ne peut pas les échanger. Ça, c'est le premier étage de la fusée. Le deuxième étage de la fusée, c'est que finalement, bon, moi j'ai inscrit une variété au catalogue, je suis un bon sélectionneur, mais n'importe qui peut la multiplier et vendre des semences. Donc ça ne va pas. Donc je vais dire, il me faut un titre de propriété plus fort que le catalogue. Et on a inventé le certificat d'obtention végétale, la variété homogène, stable, la même, celle que j'ai décrite pour le catalogue, elle m'appartient. Donc si mon concurrent veut en vendre, ça ne marche pas. Elle est à moi, il faut qu'il négocie des droits de licence avec moi. Et on a vécu, finalement les paysans, ils ressemaient une partie de leur récolte. De toute façon, ça a évolué dans leur champ, donc ils ne restaient pas dans la variété stable et homogène. Les semenciers, ils réglaient la concurrence entre eux avec leur certificat d'obtention végétale. Et l'amélioration des plantes, l'agriculture industrielle, s'est développée comme ça. Jusqu'au jour où est arrivé un nouveauté sur le marché, ça a été le marquage moléculaire ou le marquage génétique. Et là, c'est venu des États-Unis avec un autre système que le certificat d'obtention végétale, qui est celui du brevet. Je dépose un brevet, lui il interdit
d'utiliser une variété pour en sélectionner une autre. Le certificat d'obtention végétale le permet. Mais si mon concurrent il croise ma variété avec une autre, je ne peux pas reconnaître ma variété dans la sienne. C'est pas possible. Et pareil, le brevet il interdit à l'agriculteur de reproduire une partie de sa récolte, de faire ce qu'on appelle des semences de ferme. C'est la troisième catégorie de semences, semences paysannes, semences industrielles. Les semences de ferme, c'est la reproduction d'une variété protégée par un semencier industriel. Ce n'est pas tout à fait la reproduction à l'identique, mais ça y ressemble un peu, en tout cas les premières années. Donc il a beau dire que c'est interdit, comme justement la variété elle évolue dans le champ du paysan, parce qu'il met des doses d'engrais moins importantes que dans la station de sélection, il n'arrive pas à récupérer des droits de licence sur les semences de ferme ou à les interdire. Par contre, avec le marquage moléculaire, celui qui a déposé un brevet sur un gène ou sur un caractère biochimique, c'est pareil, il retrouve son gène, son caractère biochimique dans le champ du paysan, dans le rayon du supermarché et dans l'assiette du consommateur. Parce que ça suit. Ça, c'est comme, souvent je prends la comparaison, c'est comme les cow-boys qui marquaient leur vache au fer rouge. Toute la vie de la vache, la marque du fer rouge restait sur la vache. Mais là, quand on a mis un brevet sur un gène, la marque de la propriété du titulaire du brevet va suivre la plante qui pousse dans le champ, va suivre la pizza dans le rayon du supermarché et dans l'assiette du consommateur. Et là, tout d'un coup, le brevet est devenu très efficace. Je peux interdire à mon concurrent d'utiliser ma variété pour en sélectionner une autre. Je peux interdire au paysan de ressemer sa récolte. Alors, je lui ai déjà interdit d'échanger ses semences. Maintenant, je lui interdis de ressemer sa récolte. C'est quand même assez intéressant. Là, je suis sûr qu'il est obligé de m'acheter des semences. Ce qui est le rêve de tout semencier, parce que le principal concurrent du semencier, c'est que la vie est gratuite et se multiplie gratuitement, et que le paysan peut ressemer une partie de sa récolte. Là, pas d'échange, ne peut pas ressemer. La gratuité de la vie, c'est terminé. Et à partir de là, a commencé une guerre avec ceux qui ont déposé les certificats d'obtention végétale. Mais finalement, eux, ils ne pouvaient pas interdire les semences de ferme. Ils perdaient de l'argent, puisque leurs concurrents gagnaient de l'argent en interdisant les semences de ferme. Ils perdaient des parts de marché, donc ils ont voulu interdire les semences de ferme. Et on a eu toute cette bagarre pour la liberté des semences de ferme à la fin des années 90. On a des lois aujourd'hui qui interdisent les semences de ferme, ou qui obligent de payer des droits de licence, on appelle des royalties, mais elles ne sont pas appliquées tant qu'il n'y a pas le marqueur moléculaire du gène breveté ou du caractère breveté. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'avec les progrès, surtout du marquage génétique, il faut voir pour séquencer une graine, ou quand on a fait le séquençage du génome humain, une graine c'est plus compliqué. Le grain de riz est 3 fois plus intelligent que l'humain, puisqu'il a 3 fois plus de gènes. Mais dans le début des années 90, il a fallu 2 ans et des centaines de chercheurs et des millions de dollars pour séquencer le génome humain. Aujourd'hui, on peut séquencer une plante en moins d'une semaine, et ils nous annoncent d'ici quelques années que ça se fera pour 10 ou 15 $. C'est devenu... Donc là, on a un outil très efficace. Donc il y a de plus en plus de brevets. Et donc on a cette guerre entre les gens du brevet et puis le système ancien du catalogue, qui est en train de s'accentuer. Donc on voit que ce qui, dans la réglementation actuelle, gêne les paysans, c'est qu'ils n'ont pas le droit de ressemer leur récolte, ou alors il faut qu'ils payent, ou qu'ils n'ont pas le droit d'échanger leurs semences. On arrive à... Bon, c'est des rapports de force. En France, on a dit, on fait de la sélection, comme les sélectionneurs, on échange des semences. Donc maintenant, on a un réseau France paysanne, plusieurs milliers de paysans qui échangent des semences. Au début, les contrôleurs venaient, on avait des amendes à payer. Maintenant, on les accueille, on est assez nombreux et on ne paye pas les amendes. Mais on voit bien que là, il y a un problème avec la réglementation actuelle. Mais là, on a une nouvelle réglementation et qui est intéressante. Elle nous dit les agriculteurs qui conservent des semences pourront échanger des semences. Elle nous dit même l'agriculteur qui ne vend pas de semences sur le marché peut échanger des semences avec ses voisins tant que ce n'est pas une offre de mise en marché.
les échanges informels. Nous, il y a un moment qu'on demande ça, on est content. Après, elle nous dit, mais ouais, d'accord, le catalogue homogène et stable, c'est bien pour l'agriculture industrielle, mais ouais, vous vous demandez autre chose. Il y a longtemps, vous demandez des variétés hétérogènes, vous dites l'inscription au catalogue, ça coûte cher, beaucoup de bureaucratie. On va vous arranger ça. Donc, on va vous dire, vous pouvez faire maintenant des variétés hétérogènes, qui ne sont pas homogènes, qui ne sont pas stables. Oui, on est content, on applaudit. C'est ce qu'on a demandé depuis le début. On peut même les enregistrer. Et vous pouvez faire ce qu'on appelle des variétés de niche. Celles-là, vous n'aurez pas besoin de les enregistrer. Vous pourrez vendre vos semences, les échanger. Donc, bravo la diversité. Et donc, nous, on est très contents. Mais, quand on regarde un peu plus, on se dit finalement, la variété hétérogène, il n'y aura pas de certificat d'obtention végétale pour m'interdire de ressemer ma récolte. J'aurai le droit d'échanger mes semences. Ah oui, mais il peut y avoir un brevet dessus. Il peut y avoir un brevet sur des caractères de la variété. Et aujourd'hui, on a un gros problème pour ceux qui déposent des brevets. Quand vous mettez un gène qui va tuer les insectes, le gène BT, qui va permettre de tolérer un herbicide, le gène Roundup Ready, les deux OGM de Monsanto, vous arrivez, bon, ça prend du temps, mais vous arrivez à stabiliser la variété après. Vous la déstabilisez au moment où vous rentrez le gène, mais après, il vous faut la restabiliser, vous faites plusieurs multiplications, vous y arrivez. Mais aujourd'hui, on met plus de 10 gènes, jusqu'à 14 gènes, 5 résistances à 5 herbicides différents, à 5 insectes différents, plus peut-être un gène de précocité ou autre. Et là, c'est assez difficile, c'est même techniquement impossible de stabiliser. Donc, ils sont bien contents d'avoir des variétés hétérogènes. Parce qu'ils vont pouvoir commercialiser en Europe ceux qui commercialisent maintenant aux États-Unis, mais qui ne peuvent pas commercialiser en Europe. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas être homogènes. C'est bizarre, on commence juste à négocier un accord de libre-échange avec les États-Unis et on nous propose ces variétés hétérogènes. Et puis il y a autre chose, c'est qu'en Europe, on n'a pas le droit de déposer un brevet sur une variété, on n'a pas le droit de le déposer si la variété est homogène et stable. Mais si elle est hétérogène, ce n'est pas une variété. Donc on peut déposer un brevet dessus. Et alors là, on ne peut plus du tout se servir pour sélectionner notre variété ou pour les semences de ferme. Donc on se dit, là, attention, il y a... Oui, nous on veut ça, mais peut-être que Syngenta, Bayer ou Monsanto aussi, hein, ou Pioneer, ils en veulent aussi, ou Limagrain en France, parce qu'eux, ils travaillent avec des brevets sur les gènes ou sur les variétés. Et donc, on dit, ce règlement, il peut devenir très dangereux si on ne barre pas la route à tous ces brevets. Alors, il y a deux manières de barrer la route à tous ces brevets. Il y a ce qu'on demande à la Via Campesina depuis très longtemps. Les gens du médicament pensent comme nous, pas de brevet sur ce qui est vivant. Bon, d'accord, mais ça fait 20 ans qu'on le demande et on ne l'a pas encore gagné. Donc on va continuer à le demander, mais on peut le demander si on laisse une grande porte ouverte pour que des variétés brevetées arrivent. On continuera à le demander, mais les variétés brevetées, elles seront là. Donc on dit peut-être qu'on ferait bien d'empêcher que les grandes entreprises qui déposent des brevets puissent accéder au marché du matériel hétérogène ou des variétés de niche, et que donc ça, il faut que ce soit réservé. Ben, c'est simple. On va dire que c'est réservé aux semences qui sont librement reproductibles. Si un brevet, ce n'est pas librement reproductible. Ça tombe bien, si c'est un hybride F1, ce n'est pas librement reproductible aussi. Donc nous, on n'aime pas trop les hybrides F1. Ça va un petit peu les obliger à rester dans leur carcan ancien là, du catalogue homogène et stable. Donc ça, c'est une grosse demande qu'on a. Et puis, et je terminerai là-dessus, il y a autre chose qui arrive avec ce règlement, c'est vraiment la privatisation totale du marché des semences. Aujourd'hui, on a un marché des semences qui repose sur une régulation publique.
avec des contrôles, on appelle ça la répression des fraudes en France, des contrôles publics, payés et contrôlés par l'État. On peut être contre certaines formes de contrôle, hein, l'obligation des variétés homogènes et stables, l'interdiction des échanges, on est contre, mais du contrôle, il en faut. Il faut protéger nos variétés, il y a des problèmes sanitaires, de maladies qui arrivent avec les graines, il faut des règles. Et il faut des règles pour se protéger du brevet, hein, tout simplement, ou des OGM. C'est nous-mêmes, on a demandé l'interdiction des OGM, donc on demande bien un contrôle, on demande bien des règles. Et bien ces règles vont être privatisées. Le contrôle va être privatisé, c'est-à-dire ils appellent ça l'autocontrôle sous contrôle officiel. L'agriculture biologique a connu ça, ça a été des précurseurs avec la certification. C'est un organisme privé qui fait le contrôle, c'est celui qui est contrôlé qui paye, et l'État ne fait que superviser ce contrôle, il fait un audit de l'organisme privé. Alors ça, pour l'industrie, c'est très intéressant parce que l'industrie fait elle-même ses autocontrôles parce qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de salariés, beaucoup de marchandises, il faut bien qu'ils aient des processus de contrôle. Et donc, ils vont simplement faire agréer leur contrôle qu'ils font déjà, leur contrôle interne, leur contrôle privé. Donc ça ne leur coûtera pas d'argent. Par contre, ils ne payeront plus pour le contrôle officiel. Donc les services officiels de contrôle, ils n'auront plus d'argent pour payer les contrôleurs. Les petits producteurs, on appelle ça des micro-entreprises. C'est moins de 2 millions de chiffre d'affaires, donc c'est déjà des PME. Ne payeront pas le contrôle. Nous, on le demande. Parce que ça coûte beaucoup plus cher pour un petit producteur. Si la même quantité de semences, vous avez 200 lots qui sont petits à analyser, ça coûte quand même beaucoup plus cher que si vous avez 2 lots importants, ce qui est le cas d'un gros opérateur. Donc on voit bien que ces systèmes de contrôle, l'argent, c'est un truc important. Donc c'est très bien, les petits producteurs ne vont plus payer. Mais les gros non plus. Donc qui c'est qui payera les contrôleurs? Il n'y aura plus d'argent. On va dire les moyens. Mais ils ne pourront pas payer toute l'infrastructure qu'on a aujourd'hui pour les essais, pour ces contrôles qui, je rappelle, sont indispensables. Et la caricature, c'est que le petit producteur, quand il faudra enregistrer une variété, quand il faudra analyser ces semences, qui sera obligé pour pouvoir les vendre, il n'y aura plus de laboratoire public pour analyser, il n'y aura plus de parcelles publiques pour faire les essais, puisqu'il n'y aura pas d'argent. Donc il sera obligé d'aller faire ses essais chez les grosses entreprises et d'utiliser les laboratoires des grosses entreprises. Ce qui veut dire que c'est les plus grosses entreprises, Syngenta, Monsanto, Bayer, qui vont contrôler tout le marché des semences et qui vont contrôler leurs concurrents et qui vont contrôler les petits producteurs. Et donc les petits producteurs, je ne pense pas que les gros producteurs les aiment beaucoup. Donc le contrôle va devenir un système tout simplement de régulation de la concurrence. Donc en fait que les petits producteurs, ils se font racheter par les gros producteurs. Ça, c'est un élément beaucoup moins visible. Peu de gens parlent de cette nouveauté avec le règlement contrôle qui nous est proposé par la Commission européenne le 6 mai dernier, mais c'est peut-être l'élément à terme le plus dangereux. C'est-à-dire que, ben oui, l'État disparaît et c'est les multinationales qui remplacent l'État et qui contrôlent le marché, la qualité sanitaire, la qualité environnementale, tout ce que vous voulez. Alors on dirait c'est une catastrophe. Moi, je vous dirais non. Parce que tout simplement, à partir du moment où un paysan, il a gardé ses savoir-faire de sélectionner des semences, à partir du moment où il ne vit pas seul, mais qu'on vit en groupe, en communauté, en collectif, il peut y avoir des lois. Une semence, j'en plante une. En quelques années, j'en ai des milliers. Je pense que ça, ils n'arriveront pas à l'arrêter. Par contre, il faut quand même connaître un petit peu les lois, essayer de les changer pour qu'elles respectent ces droits des paysans de ressemer et d'échanger leurs semences. Mais tant qu'il y aura des paysans qui ressèmeront leurs récoltes, qui échangeront des semences, les semences industrielles, elles continueront à aller à la faillite. Voilà. C'est important de revenir là-dessus. Parce que, bon, champ d'application, c'est un terme juridique, c'est un terme technique. Mais champ d'application, ça veut dire enregistrement obligatoire. Donc si on veut échanger sans enregistrer, il faut être en dehors.
Jusqu'à maintenant, c'était pas interdit, pas autorisé. C'est-à-dire qu'on disait le champ d'application du catalogue, c'est la vente de semences en vue d'une utilisation commerciale de la semence. Donc si je sélectionne, je fais de la recherche, je conserve la biodiversité, je fais des semences pour du jardinage amateur pour l'autoconsommation, ce n'est pas des semences destinées à une utilisation commerciale. Donc normalement, je pouvais échanger des semences. Et oui, mais l'agriculteur, il fait ça dans le même champ, dans le champ de production agricole, dont la récolte est vendue sur le marché. Donc il y a une utilisation commerciale. Donc finalement, quand il échange pour, on va dire par exemple pour la sélection, il a le droit d'échanger, mais comme il sélectionne dans le champ dont il vend la récolte sur le marché, il n'a pas le droit. Donc voilà, on était dans une situation assez inconfortable. Certains disaient on a le droit, d'autres disaient on n'a pas le droit. Certains États nous mettaient des amendes, d'autres nous laissaient faire. Voilà, on en était là. Il y a eu le procès Cocopelli en France qui a été très médiatisé, alors qu'ils vendaient qu'à des amateurs. Donc normalement, ils n'étaient pas obligés d'inscrire au catalogue. Là, on nous dit vous avez le droit. Ça, c'est quand même, on est en dehors du champ d'application. On ne produit pas de semences destinées à la mise en marché. Donc ça, il faut le garder. L'industrie est contre. Donc il va falloir qu'on défende le texte de la commission et qu'il a écrit quand même aussi parce qu'on est présent à la commission. On fait partie avec la société civile, des gens qui font pression sur les politiques. Donc ça, il va falloir le défendre. C'est très très important de le défendre. L'industrie va l'attaquer et les gouvernements qui défendent l'industrie vont l'attaquer. Après, derrière cette histoire de champ d'application, il y a la question des enregistrements. Celui qui est un opérateur, on appelle ça un opérateur professionnel, donc qui est dans le champ d'application, doit s'enregistrer. Celui qui fait des semences pour les vendre, il s'enregistre, c'est normal. Il fait du commerce, n'importe quel commerçant. Avant, on disait qu'il prend une patente. C'est un droit de commercialiser. Mais l'agriculteur qui produit des semences pour lui-même ne commercialise rien. S'il est obligé de s'enregistrer, eh bien là, ça a une conséquence dont personne ne parle, mais qui est extrêmement grave. Aujourd'hui, l'obtenteur, donc celui qui a déposé un certificat d'obtention végétale, un titre de propriété sur sa semence, la loi l'autorise à exiger des droits de licence, des royalties, à l'agriculteur qui reproduit une partie de sa récolte, de ses semences. Mais il n'a aucun outil pour prouver que l'agriculteur a reproduit sa variété plutôt qu'une autre pour laquelle il ne doit pas payer des royalties. Donc il ne récupère pas ses royalties dans la majorité des cas. Si demain il dispose d'une liste publique de tous les agriculteurs qui font des semences de ferme, c'est-à-dire qui reproduisent des variétés protégées, il aura ce qu'on appelle une présomption de contrefaçon suffisante pour exiger à l'agriculteur, soit que l'agriculteur lui paye des royalties, soit que ce soit l'agriculteur qui prouve qu'il n'a pas reproduit une variété protégée. Donc on inverse ce qu'on appelle la charge de la preuve. L'obtenteur ne peut pas prouver que l'agriculteur a reproduit sa variété, c'est la situation actuelle. Si demain l'agriculteur doit prouver qu'il n'a pas reproduit une variété protégée, on va lui dire mais où t'as acheté ta semence? Ah ben je ne l'ai pas acheté, puisque sur le marché il n'y a que des variétés protégées. Donc je l'ai échangé avec mon voisin. Ah mais l'échange, tu es sûr que tu es en règle, donc l'agriculteur il va se taire, il va payer. Donc, là il y a un enjeu énorme sur ce qu'on appelle, c'est un droit général, la protection des informations à caractère personnel. C'est un droit général. Mais aujourd'hui, il y a une offensive très très importante. On a parlé par exemple des accords internationaux de commerce, ACTA, ça s'appelle Accord pour la lutte contre les contrefaçons. Le Parlement européen l'a refusé. Ça revient avec les accords de libre-échange avec les États-Unis, ne nous faisons pas de soucis. Qu'est-ce qui dit cet accord? Il suffit qu'un détenteur d'un brevet ou d'un certificat d'obtention végétale demande à l'État de saisir une récolte, l'État est obligé de la saisir. C'est-à-dire que l'État devient l'outil pour faire la police des droits de propriété intellectuelle. Donc là, on va s'emparer de tout le vivant. Toutes les semences vont appartenir à
aux grandes firmes, parce que même si Monsanto saisit, il avait des bateaux de soja produits en Argentine, il les a bloqués pendant 6 mois, un an et demi dans le port de Rotterdam ou dans le port de Lorient en France. Le petit importateur qui n'a pas beaucoup d'argent, il fait faillite. Monsanto a perdu son procès. Bon, je vous passe les détails du procès, mais le procès, il a duré 5 ou 6 ans. Monsanto, il a de l'argent, il a des avocats. Les autres, ils ont payé parce qu'ils faisaient faillite. Alors que Monsanto, il ne fait pas faillite. Donc vous voyez à quoi ça sert ces histoires que l'État va saisir la marchandise sur simple soupçon de contrefaçon, même si ce n'est pas une contrefaçon et qu'à la fin, Monsanto doit rembourser l'argent, de toute façon, il l'aura racheté. Parce que l'autre, il aura accepté d'être racheté par Monsanto pour ne pas avoir à payer des droits de licence, donc il se payera lui-même et il aura fait une bonne opération. Monsanto sera une entreprise encore un peu plus grande. Donc c'est ça. Et ça, on l'a avec les accords de libre-échange, on l'avait là-dedans. Et puis après, il y a ce que tu dis, ces règlements sanitaires, où il y aura des normes obligatoires. On devra les contrôler nous-mêmes. Ce ne sera plus le contrôleur qui viendra. Et on nous dit, telle maladie, si telle maladie, à cause de ta, par exemple, maladie transmissible, un champignon transmissible par les graines ou par la récolte d'un champ à l'autre, ton voisin a attrapé cette maladie dans son champ à cause de toi. Il faudra que tu amènes la preuve que tu as pris toutes les précautions nécessaires en respect de la réglementation pour maîtriser la maladie. Mais les normes pour maîtriser les maladies, c'est pas de microbes du tout, ce qui souvent n'existe pas. Les pathogènes, il y en a partout, un petit peu, on vit très bien avec. Si on cultive comme il faut, surtout en agriculture biologique, on a une bonne agronomie, on maîtrise les pathogènes, ou des produits chimiques de synthèse obligatoires. Les fameux traitements des semences qui tuent les abeilles, le gaucho, le régent, tous ces produits qui tuent les abeilles. Si tu les as utilisés, tu as pris les précautions nécessaires, mais nous, en agriculture biologique ou paysanne, on ne veut pas empoisonner les abeilles, l'environnement, le consommateur. On n'utilise pas ces produits. On lutte contre les champignons avec de l'eau chaude. Ah, mais c'est pas agréé. Donc, j'ai pas pris les précautions nécessaires. Donc, si des fois il y a un problème, je suis responsable. Même si le problème ne vient pas de chez moi. Je prendrai un autre exemple, la question des OGM. Si mon voisin est contaminé par des OGM qui viennent de mon champ, je suis responsable, sauf si j'ai pris toutes les précautions pour maîtriser le risque OGM. Si je fais mes propres semences, il faut que j'analyse tous mes lots de semences. Ce n'est pas possible, ça coûte 2 fois plus cher que d'acheter des semences. Donc j'achèterai des semences sur le marché, la garantie me sera donnée par la facture d'achat des semences, j'achèterai des semences à Monsanto, elles seront contaminées, je contaminerai mon voisin, mais je ne serai pas responsable. Et Monsanto, lui, il a assez d'avocats, de toute façon, au tribunal, il se débrouillera. Donc on voit que là aussi, on a le même mécanisme qu'avec la propriété intellectuelle, cette inversion de la charge de la preuve qu'on a maîtrisé les risques, fait que le petit paysan, le petit opérateur, il ne pourra jamais. Il ne peut pas se payer un qualiticien spécialisé. Bon, il travaille tout seul ou avec sa femme, peut-être ses enfants, mais il ne peut pas se payer un laboratoire, il ne peut pas se payer tout ça. Il ne peut pas respecter les normes obligatoires. Donc là aussi, c'est quelque chose de nouveau, tout de suite. C'est un petit peu comme quand on met une grenouille dans une bassine d'eau froide. Si on chauffe doucement, on trouve que c'est agréable, puis quand l'eau bout, elle meurt. Alors que si vous jetez une grenouille dans une bassine d'eau chaude, elle ressort tout de suite, elle n'est pas con, la grenouille. Mais là, on est dans la bassine d'eau froide et ils ont allumé le gaz dessous. Donc si on ne casse pas rapidement la bassine ou le gaz, on y passera. Donc il faut bien voir que ces deux règlements, contrôle et santé des plantes, et c'est le même problème avec les médicaments vétérinaires pour les animaux, on a ça partout, quoi. C'est un espèce de rouleau compresseur qui arrive sur toute l'agriculture. Vous avez peut-être entendu parler du Codex Alimentarius, ça vient de là, c'est une invention européenne, on accuse les Américains, mais ça c'est les Européens. Donc voilà, ce règlement qui arrive maintenant sur les semences, c'est ce Codex qui arrive, c'est
tout est régulé par le marché, tout est privatisé. Donc on a vu le droit d'échanger les semences et de les vendre, hein, le droit de reproduire sa récolte, ça c'est la base. Mais après, il faut qu'on ait le droit de pratiquer l'agriculture paysanne ou l'agriculture biologique. Il ne faut pas que ces règlements nous interdisent de pratiquer l'agriculture paysanne ou l'agriculture biologique. Et donc il faut que... Nous, on veut des règles de maîtrise des risques, hein, on ne va pas dire qu'il n'y a pas de risque. En plus, ils font tout pour qu'il y en ait plus. Hein, en globalisant les échanges au niveau mondial, eh ben, oui, les maladies de la Chine, elles arrivent chez nous, elles ne sont pas connues. Il n'y a pas d'organismes vivants qui vont arrêter les organismes pathogènes qui viennent de Chine ou des États-Unis. Donc on a de plus en plus de risques de maladies. Bon, on est contre la globalisation, mais bon, elle y est. Donc il faut des règles pour les maladies. Mais en agriculture paysanne et biologique, on a des techniques, des pratiques qui sont issues des savoirs paysans qui permettent de vivre avec les maladies et de les maîtriser sans problème. Ça s'appelle les rotations de culture. Hein, on a par exemple un gros problème avec des insectes ou des parasites qui mangent le maïs. Ben oui, ils passent l'hiver dans la terre. Si l'année d'après il y a du maïs, ils vont de nouveau manger le maïs, et il y en aura tout le temps. Hein, la pyrale, la chrysomèle, tout ça. Et si vous cultivez du maïs un an sur 4, il n'y a pas de problème. Ça s'appelle la rotation des cultures. On ne cultive pas tout le temps la même chose au même endroit. On a aussi des associations de cultures. Ça, c'est très important. On va cultiver du blé avec des arbres et avec de la luzerne. Ou du trèfle, si on est dans un pays, on n'a pas besoin de mettre d'engrais. Si en plus on mélange un petit peu les variétés de blé, ben, les champignons s'arrêtent parce que chaque blé sera sensible à un champignon mais pas aux autres, donc ils ne peuvent pas se développer. Donc on voit bien qu'on a beaucoup de techniques. Les arbres, ils peuvent faire de l'ombre. Ben, moi, je suis dans le sud de la France quand il y a trop de soleil et que toute l'eau s'évapore. Et on n'a pas de problème avec les maladies quand on travaille comme ça. Mais ce n'est pas reconnu. Ce n'est pas reconnu comme une méthode officielle montrant qu'on a pris toutes les précautions pour maîtriser les risques. Donc on est obligé d'utiliser des produits chimiques. Sachez que dans la moitié du vignoble français, chaque année, les vignerons sont obligés d'épandre 3 fois dans l'année un insecticide qui n'est rien d'autre que les gaz de combat de la guerre de 14-18 qui sont devenus le zyklon B dans les chambres à gaz et qui aujourd'hui est utilisé, alors c'est des familles, hein, c'est pas exactement le même produit, comme insecticide. Et que toute la population respire ça 3 fois par an. Les enfants, des écoles, etc., etc. Et que vous n'avez pas le droit de ne pas traiter. On a mis quand même plusieurs années à négocier des dérogations pour pouvoir traiter avec des produits acceptés en agriculture biologique. Aujourd'hui, c'est le pyrètre. Demain, ça sera peut-être un autre, hein, parce qu'il est moins toxique, mais il est un petit peu. Alors que beaucoup de vignerons bio qui ne traitent pas, donc qui sont hors la loi, hein, qui désobéissent, hein, c'est ce qu'on appelle la désobéissance civile. Alors, ils achètent la facture du produit, comme ça ils disent j'ai traité. Mais moi, j'ai visité leurs vignes, je sais qu'ils ne traitent pas. Ils n'ont pas de maladie. On peut maîtriser, même des insectes, on peut les maîtriser et il n'y a pas de problème. Donc voilà, on est quand même dans cette confrontation entre des paysans qui résistent, bonne partie de la société civile maintenant qui dit bon, on en a marre d'être empoisonné avec les pesticides. En France, on a arrêté les épandages aériens dans beaucoup de départements. Hein. On les a pas arrêtés tous les pesticides, mais au moins c'est plus un hélicoptère qui les balance dans la cour de l'école. Il y a, mais voilà, tout dépend de ce rapport de force, ça ne dépend pas du texte. Si le rapport de force change, le texte il changera. Si le rapport de force ne change pas, s'il n'y a pas de mobilisation de la société civile autour des paysans qui résistent, parce que ce n'est pas tous les paysans qui résistent, même aujourd'hui ce n'est qu'une minorité, s'il n'y a pas ce rapport de force et qu'il n'y a pas cette mobilisation, le texte ne changera pas. Pourquoi il faut des règles ? Nous, déjà, on crée plus d'emplois. On voit sur les marchés, quand on va en vente directe, on fait une nourriture qui est réclamée par les consommateurs, les pains des paysans boulangers, les légumes traditionnels, c'est meilleure qualité nutritionnelle, il y a des médecins qui travaillent avec nous, donc on fait quelque chose qui est réclamé. On pollue moins. On ne réchauffe pas la planète.
Même on stocke du carbone. Donc, normalement, il n'y a pas photo si on se développe. L'agriculteur industriel, c'est tout l'inverse. Elle vit avec des subventions, c'est le contribuable qui paye. D'abord la dépollution, plus les subventions. C'est une catastrophe en termes d'emploi, catastrophe environnementale, catastrophe en termes de production de nourriture. Donc normalement, il suffit qu'on se développe et puis, justement, il y a des règles pour nous empêcher de nous développer. Donc nous, la seule chose qu'on demande, c'est qu'on nous laisse nous développer. Après, moi, s'ils veulent continuer à empoisonner un peu plus loin, ils s'arrêteront vite parce que les consommateurs, ils vont dire maintenant, on ne veut plus que vous empoisonniez tout. À partir du moment où ils ont à manger avec ce que nous on propose. Mais après, tu dis, il faut protéger, oui, parce que nous, on ne veut pas avoir des OGM dans nos champs. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que les OGM, c'est toxique. Et la contamination, les gènes, ils passent d'un champ à l'autre, hein, avec les abeilles, les oiseaux, le vent, les graines qui se... Donc on veut se protéger des OGM. Et pour se protéger des OGM, il faut les interdire. Il n'y a pas de coexistence possible entre les OGM et les semences paysannes et l'agriculture paysanne, parce que les gènes, ils se baladent partout. Donc ça, la protection, c'est interdire les OGM. Et puis il y a le problème du brevet. C'est que si on continue à laisser faire, les brevets, ils contaminent, comme les OGM. Ils vont d'un champ à l'autre avec les gènes, les abeilles, les oiseaux, les graines. Et donc demain, toutes les semences, elles appartiennent à Pioneer, Syngenta et Monsanto. Et Limagrin en France. Donc ça c'est absolument pas possible. Pour nous, d'abord, on ne peut plus travailler. Mais pour tout le monde, parce que le droit à l'alimentation va appartenir à quelques multinationales. Et le droit à l'alimentation, c'est le droit à la souveraineté alimentaire, c'est le droit à la souveraineté politique. Quelqu'un qui dépend de quelqu'un d'autre pour manger, ben, il est soumis. Donc il n'a plus de souveraineté politique. Donc c'est bien un problème politique là qui est posé.